Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Nous reviendrons sur ces violences à Gao, dans le nord du Mali. Au moins 3 jeunes ont été tués alors qu'ils manifestaient contre certaines dispositions de l'accord de paix. Les forces de l'ordre sont accusées d'avoir tiré à balles réelles contre ce rassemblement interdit. Le gouvernement promet une enquête impartiale. Grand moment d'émotion pour le président sud-africain en France. Jacob Zuma a rendu un hommage aux soldats sud-africains et particulièrement aux Noirs, oubliés jusqu'ici et morts lors de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie a été organisée dans la Somme à l'occasion du centenaire de la bataille du Bois d'Elleville. Et puis à l'issue de la visite en Afrique du Premier ministre indien, on va s'intéresser à la situation des Africains en Inde et elle n'est pas reluisante. Les agressions racistes se multiplient et beaucoup d'Africains vivent dans la peur. Vous le verrez dans un reportage tourné à New Delhi. Une situation inquiétante dans le nord du Mali. Le bilan est lourd. 3 personnes au moins ont été tuées et plus de 30 autres blessées lors d'une manifestation hostile à l'application de l'accord de paix. Un accord signé il y a plus d'1 an et qui peine à être appliqué. Selon les témoins, les policiers auraient tiré à balles réelles sur la foule. Le récit de Nicolas Germain avec François Riouet. Des tirs dans les rues de Gao, ils viennent rappeler l'instabilité qui règne dans le nord du Mali. Des centaines de jeunes sont descendus dans la rue malgré l'interdiction de manifester. Plusieurs civils ont été tués. Les jeunes avaient 2 principales revendications, leur intégration dans l'armée et le refus d'être dirigés à partir de vendredi en théorie par les groupes armés Touaregs signataires de l'accord de paix l'an dernier avec le gouvernement. Ceux qui ont volé le pays ne peuvent pas revenir imposer leur loi sur nous. Ce n'est pas possible et nous ne sommes pas d'accord avec cet état de fait. Et nous avons dit que c'est une marche pacifique. Et voilà que les autorités qui veulent que ça soit un désordre ont fait sciemment d'amener l'armée, d'amener la garde, d'amener la gendarmerie, la police et ils sont en train de tirer à balles réelles sur les populations. Les autorités, elles, affirment avoir simplement dispersé la foule. C'est des tirs à balles réelles, mais c'est des tirs en l'air. C'est ne dirigé contre personne. C'est pour dissuader tout simplement les marcheurs à rentrer chez eux, tout simplement. Parce que ce sont nos frères, je vous dis encore, nous sommes du même pays et il n'y a pas de raison qu'on tire sur nos frères. Après les morts et blessés de ce mardi, certains analystes sont de plus en plus pessimistes. La société civile malienne a beaucoup décrié l'accord de paix parce qu'elle pensait à l'époque qu'elle n'était pas suffisamment impliquée dans l'accord de paix. Maintenant, on voit avec cette manifestation de Gao que la mise en œuvre de l'accord va poser beaucoup de problèmes. Parce que toutes les couches de la société malienne ne se reconnaissent pas dans l'accord de paix. Dans ce contexte tendu, des groupes djihadistes mènent encore des attaques sporadiques dans le nord du Mali. La mission de l'ONU est souvent ciblée. Une trentaine de casques bleus ont été tués en 1 an. Et cette réaction de Bamako dans un communiqué, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et promet une enquête indépendante et impartiale. Une délégation de haut niveau se rendra sur place à Gao sans délai. Le gouvernement qui exhorte par ailleurs la population de Gao au calme et rappelle que le dialogue doit guider toutes les parties. Au Soudan du Sud, le cessez-le-feu a été respecté ce mardi. Mis à part quelques échanges de tirs sporadiques, la situation a été calme à Juba, la capitale, après 5 jours de combats les plus violents depuis le début de la guerre en 2013. Mais le bilan est lourd, des centaines de morts qui restent encore confirmés officiellement et des dizaines de milliers de déplacés. Écoutez cette responsable de l'ONU. Les premières estimations indiquent qu'au moins 36 000 personnes ont été déplacées par les récents combats au Soudan du Sud et sont en train de chercher refuge auprès de la MINUS et beaucoup d'autres endroits à travers la ville. La plupart des personnes touchées sont les femmes et les enfants. La Cour pénale internationale n'est pas contente du comportement de Djibouti et de l'Ouganda et elle le fait savoir. Ces 2 pays sont accusés de ne pas avoir arrêté le président soudanais Omar el-Béchir sous le coup de 2 mandats d'arrêt alors qu'il était présent sur leur territoire en 2016. La CPI a donc décidé d'en référer au Conseil de sécurité de l'ONU, invité à prendre des mesures si nécessaire. Les relations sont décidément à nouveau au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le chef de la diplomatie burkinabé est en visite à Abidjan pour 3 jours en vue de préparer la rencontre entre les chefs d'État des 2 pays fin juillet. Ce sera à l'occasion d'un sommet qui n'avait plus lieu depuis la chute de Blaise Compaoré il y a bientôt 2 ans. Et si les relations s'améliorent de la sorte, c'est en raison des récentes décisions de justice qui ont été prises. Écoutez le ministre Alpha Bari.
Nous, gouvernement, nous nous réjouissons que ce mandat d'arrêt ait été levé. Il permet, cette levée en tout cas permet de rétablir la confiance tant prônée par les deux chefs d'État entre nos deux pays. Il y avait aussi la question des soldats de l'ex-RSP qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Et là aussi, vous avez vu que nous avons beaucoup avancé sur la question puisque le plus dangereux d'entre eux avait été arrêté ici et extradé par les autorités ivoiriennes vers le Burkina. Des propos recueillis par Anna Sylvestre Renner et Arnaud Froger à Abidjan. L'actualité, en bref, dans le reste du continent, le dialogue interburundais devait reprendre ce mardi à Arusha, mais la cérémonie d'ouverture a été annulée. Le gouvernement burundais a refusé de s'asseoir avec des membres de l'opposition présents dans la salle, notamment du Sénarède, qu'il accuse d'être derrière les violences actuelles. D'autres partis d'opposition ont également boycotté la rencontre pour les mêmes raisons. Les débats sont censés durer 3 jours sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Au Zimbabwe, l'un des leaders du mouvement de contestation sociale, le pasteur Evan Mawarire, a été arrêté après avoir appelé à de nouvelles grèves. Le pasteur avait enregistré une vidéo au cas où il serait interpellé, dans laquelle il appelle le peuple zimbabwéen à continuer le combat. Depuis 2 semaines, un mouvement de grève et de manifestation paralyse le Zimbabwe, déjà touché par une grave crise économique. La société civile en colère au Gabon, des dizaines de personnes sont venues manifester devant le palais de justice réclamant la libération d'opposants interpellés ce week-end lors d'un rassemblement de l'opposition. Des magistrats se sont également rassemblés devant le palais pour réclamer plus d'indépendance. Un nouveau signe des tensions palpables dans le pays avant la présidentielle du 27 août prochain. C'est le 2e jour de visite en France pour le président sud-africain. Jacob Zuma s'est rendu dans la Somme à l'occasion du centenaire de la bataille du Bois d'Elleville. Il y a rendu hommage aux soldats sud-africains morts pendant cet épisode particulièrement sanglant de la Première Guerre mondiale. Il a rendu particulièrement hommage aux Noirs qui avaient été oubliés jusqu'ici. C'est un reportage de nos confrères de France 3. C'est l'image forte de ces commémorations, l'inauguration du mur du souvenir menant au musée par le président de la République d'Afrique du Sud. Le 15 juillet 1916, la première brigade d'infanterie composée de 3153 soldats et officiers reçoit la mission de tenir le Bois d'Elleville à tout prix. Pendant 5 jours et 6 nuits, les combats font rage face à l'armée allemande. Après d'âpres batailles, une partie du bois est conservée, mais le prix à payer est lourd. Seuls 152 hommes sortiront indemnes. Nous devons continuer à corriger les erreurs du passé. Aujourd'hui, le rôle joué par les soldats sud-africains noirs pendant la Première Guerre mondiale doit maintenant faire partie intégrante de notre histoire militaire. Compton est sud-africaine. Avec son mari, elle a fait le déplacement à Longueval pour rendre hommage à son oncle mort pendant la bataille. J'avais 2 oncles. L'un était avec mon père ici pendant la bataille, il a survécu. L'autre est mort durant les combats, il est enterré dans un petit village de l'Artois. Je suis déjà venue de nombreuses fois ici, mais aujourd'hui c'est vraiment un jour très spécial. 100 ans. Dernier geste de Jacob Zuma, le dépôt d'une gerbe au pied de la tombe du soldat Beleza Miengwa, premier soldat sud-africain noir mort pendant la Grande Guerre. Tout un symbole, 24 ans après la fin de l'apartheid. Et alors que le Premier ministre indien vient d'achever une tournée africaine pour renforcer l'influence de New Delhi sur le continent, on va s'intéresser aux Africains qui vivent dans le sous-continent indien. Là-bas, les agressions racistes se sont multipliées ces derniers mois. La situation quotidienne est difficile pour les milliers d'immigrés africains. Reportage à Delhi. Étudiant congolais installé à Delhi depuis plus de 2 ans, Arnold Mutombo Mwamba refuse de céder à la peur. Pourtant, les attaques racistes se multiplient autour de lui. L'un de ses amis a été agressé par les nouveaux gardiens de son propre immeuble, juste parce qu'il l'avait pris en grippe. Il lui a appelé Kalou. Kalou veut dire monstre. Et l'ami était fâché. Et pourquoi m'appeler Kalou? Pourquoi tout ça? Et ils ont amené l'ami jusqu'au basement. Il a été tabassé. Il a connu de fractures. Au moment où nous parlons, il a fait 1 année sans étudier. Regards moqueurs, insultes, discrimination au logement. Le quotidien est souvent difficile pour les 30 000 Africains installés dans la capitale indienne.
Un étudiant congolais a même été tué à coups de pierre fin mai, après une altercation avec un chauffeur de rickshaw. Et de terribles préjugés persistent. La façon dont ils mangent, boivent, vivent, tout est différent. Les gens disent qu'ils mangent les chiens des rues. Des familles ont peur qu'ils découpent leurs enfants en morceaux et les mangent. Face à un tel climat d'insécurité, les ambassadeurs africains en Inde ont menacé de décourager l'envoi de nouveaux étudiants. Forcés de réagir, les autorités indiennes ont mis en place des rencontres de quartier entre Africains et locaux et promis une plus grande vigilance. On forme aussi nos équipes et on demande à tout le monde de contacter la police au moindre incident. On se rendra sur place et on essaiera de résoudre ça sans passer par des actions judiciaires si c'est un problème mineur ou s'il y a eu un malentendu. Mais s'il dépasse les bornes, des mesures très strictes seront prises. La peur, heureusement, ne fait pas partie du quotidien de tous les Africains installés à Delhi. Congolais, Loïc Ipanga, lui, se plaît ici. Il vit dans la capitale depuis 2011 et compte bien y finir ses études. Je considère ce pays comme ma terre-mère aussi, ma deuxième terre-mère. Elle m'a éduqué, elle m'a nourri pendant 5 ans. J'ai appris beaucoup d'histoires à travers les Indiens. J'aime bien leur culture. Comme Loïc, la majorité des Africains en Inde sont des étudiants attirés par le coût de vie abordable, ou alors des hommes d'affaires flairant des perspectives au sein de la 3e économie d'Asie. Une présence précieuse donc pour l'Inde au moment où elle-même tente de percer sur le continent africain, où son rival chinois la devance largement. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue tout de suite sur France 24.